Peut-être quelques questions Peut-être on les rassemble après. Ouais. Attention. Ouais. Alors, je vais... donc, je me présente, Bruno Garneron. Je suis paysagiste et urbaniste. Et je suis un élève de Gilles. Je suis un élève qui... je vais faire deux choses en même temps, d'habitude j'y arrive, mais là il est peut-être un peu tard, c'est vendredi soir. Donc je suis un élève de Gilles, et Gilles je l'ai rencontré lorsque j'ai repris des cours pour faire l'école du paysage. Parce qu'au départ, moi je suis urbaniste, et lors du début de ma carrière, je ne connaissais pas le métier de paysagiste. Et c'est des paysagistes que j'ai rencontrés dans mes premières études qui m'ont dit « Mais toi, Bruno, tu devrais être paysagiste. Tu t'intéresses au soleil, tu t'intéresses aux plantes, tu t'intéresses à comment les gens vivent. » Je dis « Ouais, ça me paraissait assez bizarre. Pour un urbaniste, ça faisait partie des sujets qui, a priori, étaient centraux. » Bon, j'ai été diplômé en 99, c'est-à-dire au moment où en France on ne parlait pas de développement durable, mais moi j'ai été formé au Canada, et là on m'a enseigné ce qu'était le développement durable, ce qu'était l'égalité homme-femme dans le développement, dans l'aménagement. Bon, j'avais 20 ans d'avance. Donc j'ai fait l'école du paysage. J'ai bénéficié d'un congé individuel formation, un truc extraordinaire qui me permettait d'avoir 80% de mon salaire. Et j'ai bénéficié aussi d'un dispositif d'auditeur libre au sein de l'école du paysage, où pendant un an, en fait, vous pratiquez toutes les formations, tous les cours, vous allez écouter tous les enseignants, et j'en ai beaucoup profité. Et donc j'ai fait connaissance de Gilles comme ça. Et Gilles, je lui ai demandé de participer à mon jury et d'être le président de mon jury de diplôme. Et c'est le petit souvenir que je vais vous raconter. Ma intervention aussi, elle va être en 3 parties. Et elle tourne autour de comment le paysagiste peut prendre en compte la biodiversité dans sa pratique professionnelle. Et comment aujourd'hui c'est vraiment central dans le processus de conception. En tout cas pour moi. Donc je vais vous montrer 3 exemples. Et puis je finirai avec une vision pour un site à Bourges qui pourrait être le lieu d'expérimentation du tiers paysage et du jardin planétaire. Donc mon diplôme, je l'ai fait à Ris-Orangis, à 25 km de Paris, dans le seul endroit non urbanisé sur la rive droite de la Seine, au nord de Paris, au sud de Paris. Seul endroit non urbanisé, c'est pas normal. Quand on regarde une photo aérienne, quand on regarde un plan, on se dit c'est pas normal. Et surtout, la taille de l'endroit, 35 hectares, il y a un problème. Ce problème, c'est que c'est une ancienne carrière de meulière qui a été remblayée avec toutes sortes de déchets depuis les années 60, entre les années 60 et 80, et dont des déchets extrêmement pollués, voire même des déchets hospitaliers radioactifs. Donc c'est un vrai problème pour les élus et pour les gestionnaires de ce territoire, et c'est des terrains qui appartiennent à l'État depuis 1950. Une ancienne emprise qui devait accueillir une bretelle d'autoroute, un viaduc au-dessus de la Seine, et puis passer à travers la forêt de Sénart en face, évidemment. Et donc ça fait depuis tout ce temps-là que ce site est une épine dans le pied de tout le monde, et n'est pratiquement pas entretenu. Il y a quelques chevaux qui pâturent dans les parties non contaminées, et puis c'est fauché plus ou moins régulièrement sur les parties hautes. Et
moi, je me suis intéressé à ce site parce que c'était une aberration cartographique. Je me suis intéressé aussi à ce site parce que c'était un lieu de possible. C'était un lieu d'invention des possibles. C'était un lieu d'une grande poésie, parce que vous êtes dans une étendue herbeuse, avec un rapport au ciel, un rapport aux frondaisons de la ville et aux frondaisons boisées, en belvédère sur la Seine, avec une vision directe sur la Tour Eiffel à 25 km et la Tour Montparnasse à 25 km que vous voyez. Vous avez un sentiment d'être là, dans la géographie, dans le territoire. Ce qui est assez rare en milieu urbain, particulièrement dans la grande couronne francilienne. Ce site, il est fréquenté. Vous voyez la petite chaise ici. Il y a des gens qui viennent faire des barbecues. Il y a des gens qui viennent jouer aux cartes, qui viennent discuter le soir en été en regardant les étoiles, parce que il y a un peu moins de lumière. Il y a des gens aussi qui viennent faire l'amour. C'était le genre de surprise qu'on pouvait avoir. Et puis, je l'ai beaucoup arpenté, ce site, et il y avait quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'était qu'on entendait les oiseaux. Je vous ai dit qu'on voyait les étoiles, mais on entendait aussi les oiseaux. Et en fait, bon, moi j'ai grandi en ville, j'ai grandi à Marseille, au bord de la ville, dans les collines. J'ai passé beaucoup de temps à la campagne, etc. Mais j'ai jamais eu cette présence autant marquée des oiseaux. Donc du coup, j'ai invité des bénévoles de la LPO à visiter le site avec moi et à m'apprendre les oiseaux. Et là, en fait, j'ai compris que parmi les usagers du site, il y avait bien les amoureux, mais il y avait surtout le peuple des oiseaux. Et que la perdrix rouge que vous voyez ici, eh bien, elle y trouvait un lieu de vie et d'habitat et de reproduction. Le faucon cresserelle y chassait, les mulots, les musaraignes qui sont dans l'herbe, que le tarier pâtre, qui comme son nom l'indique, affectionne particulièrement les milieux ouverts, trouvé sur les piquets des pâtures, des enclos à chevaux, un poste d'observation, et que ça correspondait exactement à ses besoins. Quant à un chardonneret élégant, appréciait énormément les cardères et les chardons et autres plantes composées qui, lorsqu'elles deviennent secs, forment des graines qui lui permettent de trouver de la nourriture. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que, au-delà de la poésie de la friche, en réalité, il y avait un milieu vivant, un milieu qui était occupé par d'autres êtres vivants que les humains. Ça paraît de la palissade, mais néanmoins, le comprendre que c'est le besoin écologique de ces espèces est intimement lié au paysage que j'observe, ça va percuter toute ma pratique professionnelle par la suite. Mais ce qui m'a fait vraiment percuter, ce qui est vraiment frappé, et j'en ai pris vraiment conscience, en fait, lors de la présentation de mon diplôme. Ce que vous voyez là, c'est la frise que j'ai faite au fusain sur 15 mètres de long. Et le jour de mon diplôme, Gilles, arrivé de je ne sais quelle contrée d'Amérique du Sud, un peu en retard, et un peu endormi par le décalage horaire et la chaleur et la moiteur de la salle chauffée à blanc au mois de juillet. Il somnolait un peu, il faut le dire. Mais à la fin de mon diplôme, il s'est levé, s'est jeté sur la frise et a dit « C'est ça le paysage, c'est le paysage du point de vue du rapace. » Et cette phrase-là, je m'en souviens encore, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi je m'en souviens très bien parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment complètement conscience que ce qui m'intéressait, c'était de dessiner et de composer des espaces qui sont faits pour des êtres vivants qui n'ont pas la parole, et du coup je devenais le porte-parole de cette biodiversité-là. Alors, mon diplôme, d'ailleurs, c'était
du non-interventionnisme, vraiment dans le minimalisme intégral, puisqu'il s'agissait de tracer des chemins au milieu de la prairie, de mettre en place un plan de gestion et de positionner des totems en pierre de meulière sur lesquels les symboles chimiques des polluants étaient inscrits et gravés de manière à garder la mémoire de la pollution de ce site. Parce que la mémoire de la pollution de ce site, c'est en réalité ce qui fait sa valeur et le fait qu'on puisse le sanctuariser. Et c'est le lieu d'habitat, de vie de la biodiversité. Donc ça, c'était en 2005. En 2007, j'ai créé mon agence qui s'appelle Champ Libre, pour avoir le champ libre, et avec l'ambition de réconcilier l'homme et la nature. Ambition, vaste programme. Et pour ça, j'ai 3 leviers d'action. C'est l'urbanisme, le paysage et la médiation. Alors l'urbanisme, c'est comment prendre en compte le paysage et la biodiversité très en amont de l'acte de construire et de l'acte d'aménager, pour éviter les impacts et vraiment faire en sorte que le paysage, la trame, l'armature écologique du territoire et le paysage y soient inscrits en lien avec la ville, intégrés à la ville. Le paysage, c'est-à-dire concevoir, réaliser des aménagements qui conjuguent poésie, qualité d'usage et qualité écologique, parce qu'en fait l'un ne va pas sans l'autre. Et puis surtout, parce que du coup cette qualité d'usage et cette qualité écologique, elle procure du bien-être. Et enfin la médiation, parce que c'est un outil nécessaire pour partager à la fois nos idées, mais aussi partager nos connaissances avec des gens qui sont éloignés de cette connaissance, comme des enfants ou des populations défavorisées, par exemple. Alors un exemple sur l'urbanisme, ici on est à Sorigny, à côté de Tours, dans une ville moyenne qui se développe avec une très grosse activité industrielle et artisanale. Et cette prairie-là, c'est un ancien four à chaud, et c'est une dent creuse à l'entrée de ville, et donc on nous a donné la mission de maîtrise d'œuvre pour concevoir le quartier nouveau, qui sera la fin de l'urbanisation, et donc le front la fin de l'urbanisation de Sorigny. Et puis, bon, moi, je n'avais pas fait les études préalables à ce quartier, et j'avais un programme de logement qu'il fallait faire, et un dessin qu'il fallait appliquer. Et donc, manque de peau, ici vous avez le Bardereau, et puis manque de peau, ceux qui ont fait les études préalables, ils n'ont pas été malins, ils ne sont pas allés sur le terrain peut-être, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait des joncs noirs et des grandes salicaires, et que donc on était sur une zone humide. C'était évident quand on était sur une zone humide. Il y a eu un défaut d'analyse préalable. Donc l'aménageur se retrouve avec presque 9000 m² de zone humide qu'il n'a pas le droit d'impacter. C'est la réglementation. Ou s'il l'impacte, il doit le compenser au moins autant de mètres carrés, voire 2 fois. En tout cas, il doit le compenser avec des fonctionnalités écologiques au moins équivalentes, si ce n'est supérieures. Donc, mon job, c'est de dire à tout le monde, calmez-vous, ça va bien se passer. On va faire de cette contrainte un potentiel de paysage. Donc d'abord, on va éviter l'impact. On va modifier la constructibilité. Là, je ne l'ai pas fait autant que je l'aurais aimé, mais on a modifié la constructibilité en supprimant, en oblitérant du projet de construction 13%, 31% de la surface de zone humide. Ensuite, on va réduire l'impact, c'est-à-dire que par le dessin des espaces publics, par la conception du paysage, on va apporter la preuve que l'on apporte une plus-value écologique dans l'aménagement de l'espace public. Et en l'occurrence, c'est parce que toutes les eaux pluviales de cette opération sont gérées dans un jardin de pluie, qui est un terrain légèrement décaissé, qui se met en charge, se met en eau,
Et ensuite, on va à la fin compenser l'impact résiduel. Et cet impact résiduel, il va être compensé, non pas ici comme sur cette carte, mais on a trouvé mieux. On a compensé 2 fois la surface résiduelle en investissant une prairie, enfin une pelouse située entre le Mar-de-Roux et des équipements sportifs, une simple pelouse non utilisée, pour en faire une vaste zone humide. Et cette zone humide, en fait, elle produit plus de paysages, plus de valeurs écologiques, elle a une plus grande fonctionnalité, elle a permis de traiter vraiment toute la lisière du ruisseau, là où en fait, avant notre intervention, l'équipe municipale et les services techniques ne faisaient que tondre la pelouse. Donc maintenant, ils ne tondent plus la pelouse, ils vont tout au mieux faucher 2 à 3 fois, 3 fois par tous les 3 ans, les massettes et les roseaux qui ont poussé tout seuls. Nous, on n'a rien fait. On a juste décaissé de 50 cm le sol. On a planté quelques aulnes, on a fait une île d'aulnes sur des petits tourillons, et on a installé ce petit salon à l'intérieur des aulnes pour pouvoir demain peut-être de nouveau retrouver des amoureux. On va changer d'échelle, une échelle sur une opération vraiment de paysage. On accompagne depuis 1 an le Conservatoire des espaces naturels d'Île-de-France, qui est une association qui a pour but d'acquérir du foncier et de gérer des espaces naturels et de les conserver. Et ils ont acheté cette vaste ensemble de prairiales, ici, situé entre le Loing, en Seine-et-Marne, et le Lunin. Et également le canal du Loing, qui est un vieil ouvrage qui ont été construits au XVIIIe siècle. Et donc ils ont acheté le domaine de la Vieille Écluse, qui est un centre équestre. C'est un espace d'expansion de crues, du fait que l'on est situé entre un interfluve. Et c'est un champ d'expansion de crues très important, parce qu'il a un rôle, du coup, dans l'atténuation des crues, notamment en aval, sur Moret-sur-Loing. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016, des immenses inondations qu'il y a eu à Nemours, par exemple. On est dans cette région-là. Donc la gestion de l'eau, la gestion des zones humides comme zone d'éponge, est vraiment très importante. Et donc le conservatoire se propose de gérer cette zone d'expansion de crues. Se propose également de transformer ce paysage-là en un paysage qui a beaucoup plus de valeur écologique et qui, en réalité, va avoir beaucoup plus de valeur paysagère. Pourquoi ils ont fait appel à un paysagiste? C'est parce qu'ils sont embêtés, ils sont dans un site classé. Le site classé, c'est le plus haut niveau de protection en France des sites. En gros, quand vous êtes dans un site classé, une simple clôture, c'est un permis de construire avec autorisation préfectorale. C'est même pas le maire qui donne parce que l'objectif du site classé, c'est la conservation dans l'état de classement. Donc en fait, le conservatoire doit faire apporter la preuve que tous les aménagements qu'il a imaginés pour favoriser cette biodiversité ne va pas modifier les perceptions, ne va pas modifier le paysage dans un sens contraire aux objectifs du classement. Alors, petit exercice. Première intention, vous allez dire que c'est un super paysage avec naturel. En deuxième intention, je vais vous dire, détrompez-vous. Les prairies ont été surpâturées. Elles sont extrêmement pauvres et en dépit du fait qu'elles soient régulièrement inondées, elles n'ont pas exprimé tout leur potentiel de prairies humides parce qu'elles sont surpâturées et trop fauchées. Les peupliers, ici, ce sont des plantations récentes, ce sont que des clones, donc c'est des peupliers blancs monoclonaux, donc ils n'ont aucun intérêt écologique, même ceux qui sont morts d'ailleurs ont des troncs, ont des cavités qui ne sont pas utilisées,
Mais c'est surtout, ils ont considérablement modifié le paysage en l'artificialisant, en le banalisant. Parce qu'ils ont des échelles qui ne sont pas les échelles des arbres alentours, et ils cachent la forêt de Fontainebleau en créant des structures linéaires qui sont totalement artificielles. C'est pas ça la nature. La nature, ce sont des formes, c'est pas des formes linéaires. Donc, on propose d'abattre les peupliers pour pouvoir voir le coteau de la forêt de Fontainebleau. Et puis, avec le conservatoire, on s'est posé la question de quelles seraient les espèces à accueillir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accueillir, comme transformation paysagère, pour accueillir des espèces que l'on ne voit pas actuellement. Donc, on s'est posé la question, et on a répondu avec 3 espèces cibles qui ont des besoins écologiques, qui vont créer des types de paysages particuliers. Alors, on va avoir la pie-grièche écorcheur, qui est un petit passereau migrateur, qui est vraiment typique des milieux semi-ouverts. Lui, la pie-grièche, ce qu'elle aime, c'est un paysage très diversifié, avec des espaces dégagés pour la chasse, des arbres isolés et des buissons bas où elle se poste pour chasser. Elle a besoin des buissons épineux pour pouvoir empaler ses proies sur les épines, parce qu'elle se sert comme ça des épines pour faire des gardes-manger. Elle fait des stocks comme ça. Donc la pie-grièche écorcheur, en fait, quand on a un paysage qui accueille la pie-grièche écorcheur, on a plein d'autres espèces qui viennent en même temps. Donc c'est ce type de paysage-là. Des haies, des buissons, des arbres isolés et des prairies. Si on voulait accueillir la chouette chevêche, par exemple, eh bien, la chouette chevêche, qui est un rapace nocturne, vraiment typique des milieux européens, d'Europe, il lui faut des vieux arbres avec des cavités, des espaces dégagés pour pouvoir chasser. Et ce qu'elle aime particulièrement aussi, ce sont les prairies pâturées, c'est-à-dire pas trop hautes. Et c'est son optimum écologique, c'est vraiment les lieux où il y a de l'élevage et des vieux arbres. Donc pour pouvoir accueillir la chouette chevêche, en gros il faut des vergers. Ça, elle aime bien les structures d'arbres en quinconce. Et des prairies qui ont un système d'alternance entre élevage et fauche. Et ainsi de suite, en fait. Et en fait, ça fait le cahier des charges du paysagiste pour pouvoir produire un nouveau paysage. Et comme on est en site classé, il a fallu donner une projection de ce nouveau paysage pour que l'inspectrice des sites et l'architecte des bâtiments de France ainsi que la commission départementale des sites et des paysages disent « Banco, allez-y, vous pouvez densifier légèrement la plaine à partir du moment où vous laissez un grand espace dégagé et des profondeurs de vision qui sont les éléments emblématiques de ce site-là. Il ne faut pas tout refermer. » Voilà donc le genre d'apport que l'on peut avoir en travaillant avec les écologues et en composant, en faisant du design écologique en fait. L'avantage, c'est comme ils ont une équipe technique de jardiniers bûcherons et qui sont extrêmement bien équipés et super volontaires. Entre le moment où j'ai dit ça serait bien de pouvoir ouvrir un chemin là et de voir la forêt de Fontainebleau et de mettre en valeur les abords du petit ruisseau, et le moment où ça a été fait, il s'est passé 2 semaines. Donc ça c'est vachement agréable. Et le petit ponceau, là, ils l'ont fabriqué immédiatement. Donc ça c'est très sympa parce que c'est très gratifiant pour le paysagiste, parce qu'on est dans une relation d'immédiateté entre la vision et le jardinier, et on est en dialogue avec le gestionnaire de ce paysage qui fait 35 hectares quand même. Ah, il y a un petit bug. Et enfin, pour terminer, les pratiques de médiation. Dès la création de Champs Libres, en fait, on a troqué nos vestes pour des tabliers et nos chaussures pour des bottes, et on est allé
au pied des immeubles, dans les quartiers d'habitat sociaux, on est allé dans les cours d'école, et on a fait de l'éducation à l'environnement et du jardinage, avec des populations qui sont très souvent éloignées de ces sujets-là. On le fait par conviction, on le fait par plaisir, on le fait parce que ça rencontre une vraie demande sociale, et on le fait parce que ça a un potentiel de transformation des quartiers qui est énorme. Parce qu'en fait, à partir du moment où, comme le disait Gilles, où les gens ont appris que la mauvaise herbe n'est pas une mauvaise herbe, ont appris que le buisson n'est pas à enlever, mais que c'est parce que c'est un lieu de nidification du merle qu'ils observent devant leur fenêtre, eh bien, on change le regard. On peut changer aussi le regard, on peut faire de l'éducation alimentaire aussi à travers la médiation. C'est-à-dire que vous pouvez faire goûter des framboises à des enfants qui n'ont jamais mangé de framboises. Vous pouvez aussi créer des passerelles entre des cultures. Par exemple, un tel va dire, ben moi, dans mon pays, au Maroc, on en fait du thé de ce petit polyéconome-là. Et le Sénégalais lui va dire, ah mais nous, en fait, pour nous, c'est une herbe magique, on n'a pas le droit de la toucher. Voilà. Et en fait, on crée, du coup, du lien social, et on met en valeur la culture autour de cette connaissance-là. Ce travail-là, on le mène ici, à Longjumeau, au pied de la cité de Bel Air. Et en fait, là, on nous a demandé d'intervenir parce que lors de la rénovation de ce quartier, il y a des arbres qui ont été, des grands arbres et vieux arbres qui ont été abattus pour des raisons de sécurité, parce que ça cachait les caméras, ça créait un angle mort sur les caméras de surveillance, et donc c'était un lieu où il y avait un point de deal sous les arbres. Sauf qu'en coupant les arbres, malgré les dizaines de millions d'euros dépensés par l'ANRU pour améliorer le bien-être des gens, eh bien, il y a eu un collectif de citoyens qui s'est créé parce qu'ils n'entendaient plus les oiseaux chanter. Et là, le bailleur est très désemparé. Et la commune est extrêmement désemparée. Dépenser autant d'argent pour avoir un mouvement social parce qu'on n'entend plus les oiseaux, il y a un problème. Et donc, généralement, on appelle Champs Libres, ou d'autres, mais en fait, on appelle de manière désespérée les gens qui doivent répondre à cette question, comment on fait revenir les oiseaux. Alors, on a créé la vallée aux oiseaux. Et donc, la vallée aux oiseaux, cette pelouse en pied d'immeuble qui recevait des immondices et qui était particulièrement attrayante pour les rats, très rapidement, en un an, après avoir travaillé à raison de plusieurs dizaines d'ateliers avec les enfants, les adultes du quartier, on en a fait un jardin tout à fait, je veux dire, pour moi c'est une de nos plus belles réalisations, tout à fait enthousiasmant, et les rats ont disparu en plus, parce que les rats n'aiment pas les hautes herbes. Parce que les gens, comme leurs enfants ont participé à la création de ça, ne jettent pas les déchets qui attirent les rats. Et on a mis en place la boucle vertueuse. Et les oiseaux sont revenus parce qu'on avait, on le voit pas et c'est hors champ, mais on avait mis des nichoirs sur poteaux. On a créé une haie de framboisiers qui était pris en charge par les écoles. Et la prairie est ici uniquement de plantes sauvages récoltées en Île-de-France. Donc avec un vrai aussi apport sur le fait de passer d'un paysage extrêmement cultivé dans le cadre de la rénovation urbaine, horticole, à un paysage plus sauvage et plus fonctionnel et plus poétique. Parce que moi je le dis souvent en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais il n'y a rien de plus beau que d'être dans une prairie vombrissante d'insectes. C'est quelque chose qui vous transporte, qui vous raccroche au monde, en fait. Voilà. Et donc, je crois que je vais terminer là-dessus. Ah non, non, excusez-moi, je dois parler de la bergerie. Alors,
justement, comme il n'y a rien de plus beau qu'une prairie vonrissante d'insectes, on a cherché un terrain à Bourges qui nous permette de mettre en œuvre ce concept de tiers-paysage et le concept de jardin-école pour pouvoir expliquer aux habitants de Bourges ce que c'est que cette biodiversité ordinaire et les sensibiliser à cette transformation, à l'évolution du paysage. Et donc on a repéré ce terrain, qui est l'ancienne école d'agriculture, lycée d'agriculture, à côté du Crêpes et du Vélodrome, et qui est situé à Bourges-Nord, dans le quartier du et donc, comme on peut le voir sur cette photo aérienne, cette réserve foncière là, c'est quand même une pièce dans l'architecture paysagère qui est assez importante. On parle là de, je ne sais plus combien de mètres carrés, 7 hectares, merci, j'allais dire 8, 7 hectares, et donc 7 hectares c'est l'échelle d'une culture, ça commence à être l'échelle d'une culture, en dehors du remembrement. On est sur 7 hectares, sur un morceau ici significatif, par exemple, de la vallée de Lièvre. 7 hectares, ça commence à être une vraie possibilité de créer un lieu refuge pour la biodiversité, et un lieu où la biodiversité va pouvoir trouver des étapes intermédiaires dans cette autoroute que sont les vallées ou les minces cordons arborés le long des champs. Aujourd'hui, c'est une prairie tondue avec quelque chose assez intéressant. Donc là, on est à la fin d'été. Ce que vous voyez, c'est après le fauchage. Donc vous voyez les traces des engins. Donc c'est géré en fauche, avec un boisement de cèdre, des bosquets d'érable, des bosquets de prunelliers, et puis des taches, ici, qui sont des lieux où il y a des marnes et où l'eau ne percole pas, et où vous avez donc des joncs et une strate herbacée adaptée au milieu humide qui se développe. Un cheminement nord-sud. Depuis, la commune a planté une noiseraie, noiret, noisette, noyer, bref, un verger de noix. Et vous avez également des arbres d'alignement avec des essences ornementales qu'ils ont plantées le long du chemin. Et d'autres plantations qui ont été faites, notamment un verger. Donc cet espace-là, il a un potentiel à partir du moment où on laisse faire la nature. Et ce potentiel, on l'a exprimé comme suivant. On pourrait imaginer que le cœur de cet espace-là, derrière le vélodrome, évolue de manière naturelle vers des espaces de forêts arbustifs, et les endroits qui sont les plus humides vers des espaces plutôt de clairières de joncs. Il faudrait imaginer qu'on chemine à l'intérieur de ces espaces, comme dans un espace labyrinthique, qu'on peut y retrouver des clairières aménagées pour pouvoir se reposer. Et c'est venir regarder et observer comment d'année en année cet espace-là évolue est la possibilité de mettre en place un projet d'éducation autour de l'apprentissage de la biodiversité et de l'évolution du paysage. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a déjà toute une communauté d'acteurs sur ce sujet-là. On est dans le cadre de la cité éducative, et donc les enseignants font déjà classe sur la bergerie, classe dehors. On est également
en lien avec les services de la ville de Bourges qui connaissent parfaitement les sujets de gestion des espaces naturels et de gestion des jardins en mouvement. On est également avec l'Émule Univers, qui est un acteur de l'éducation populaire et qui s'est animé et communiqué sur ces enjeux-là et ces sujets-là. On peut être aussi sur une série d'autres acteurs qui sont inconnus de moi, par exemple, pour le moment, mais qui pourraient se greffer. C'est un lieu où, certes, on va laisser le paysage évoluer, mais c'est un lieu qui n'aura de la valeur vis-à-vis des habitants que s'il est investi culturellement et symboliquement. Parce que sinon, en fait, il apparaîtra comme une friche. Ce qui pour moi est un mot très positif, et pour la plupart des gens, un mot négatif et péjorant. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que le tiers paysage n'a de valeur que s'il est épaulé par un projet éducatif, en fait, et par un projet social. Donc je vais vous laisser et puis la parole maintenant, et puis si vous avez des idées pour la bergerie, je me ferai un plaisir de les noter pour commencer l'atelier de travail sur le devenir de ce site. Si vous avez des questions pour Gilles Clément, pour Bruno Garderone, on peut vous tendre le bâton électronique. Pour me faire faire du sport, cette histoire. Ah bah Cola, bravo, t'as vu? Moi j'avais envie une remarque à l'écoute de ces exposés, qui est qu'il y a eu une espèce d'évolution en fait dans les propos au fur et à mesure de l'exposé, où on partait d'un tiers paysage qui était par et pour la nature. Ça c'était ressenti fondamentalement dans les premiers propos, et en fait j'observais un glissement de propos où on a plutôt un objectif de paysage maintenant qui soit pour la nature, pour les humains. Et donc, moi je fais partie d'une génération qui souffre pas mal de la destruction de la nature et de la généralisation de l'artificiel. Et je pense que c'est important de se poser les questions de la limite que devrait occuper la nature, la présence des destructions artificielles qui sont en cours. D'où ma question. Comment est-ce que vous pensez concilier, enfin comment dire, dans votre travail qui ne peut que être limité en temps et en lieu, etc., en vivant dans un monde où aujourd'hui la masse des objets artificiels a dépassé la biomasse terrestre, des végétaux, des animaux, des bactéries, un monde où l'eau potable n'est plus, l'eau de pluie n'est plus potable depuis 2022. Et il y a à peu près 9 millions de personnes qui meurent à cause de la pollution chaque année. Alors bien sûr, on ne peut pas chacun individuellement résoudre tout ça d'un coup, mais à entendre le projet du tiers paysage, moi je remarque que ça a la vertu de enfin répondre à des problèmes environnementaux, non pas avec de la technique, qui crée des problèmes qui s'accentuent et qui s'empilent les uns sur les autres, mais avec de la nature. Avec du symbiocène, avec une multiplicité d'espèces qui ne vont pas créer de déchets, qui vont créer en fait toujours des restes qui seront la richesse d'une autre espèce. Donc ça c'est la vraie nature, c'est la vraie vie. Il y a l'artificiel qui lui crée des déchets qui sont antinomiques de la vie en fait. Le plastique, le pétrole, les gaz à effet de serre, c'est l'antithèse de la vie. Comment faire d'un tiers paysage un projet écologique quand il existe des projets artificiels autour dans le monde, et même quand ces projets artificiels sont plutôt majoritaires en réalité. Voilà. Je propose qu'on prenne 2 ou 3 questions successivement pour que vous puissiez répondre. Je crois
je crois pouvoir répondre. Déjà qu'on rasera, hélas, pas le quartier totalement, mais dans cette plaisanterie, pardon. D'autres questions? Moi, c'est le ne rien faire qui m'intéresse. Et est-ce que, voilà, s'il fallait donner, je sais pas, 5 arguments en faveur du ne rien faire, lesquels ça pourrait être, sachant que on n'est quand même pas trop dans une époque où on a valorisé l'idée de ne rien faire. Donc, comment concrètement, quels sont vos trucs, vos recettes pour convaincre sur le bienfait du ne rien faire? Bonsoir. Moi j'ai une question relativement simple, c'est dans cet espace, est-ce qu'on prévoit un aire terrestre éducatif ou un espace de scolarisation des enfants? Voilà, vous ne l'avez pas évoqué tout simplement. Donc, Question pressante en attendant. On commence à répondre aux trois. Alors l'espace éducatif, c'est pas que pour les enfants, c'est vraiment pour tout le monde. La connaissance du vivant est très faible aujourd'hui, du vivant non humain. Elle l'est depuis longtemps, mais elle a été aussi abandonnée dans les lieux d'enseignement qui normalement étaient prévus pour ça, dans les écoles d'horticulture, du paysage, etc. Il y avait des formations remarquables qui ont disparu parce que c'est pas par là qu'on va, on va dans la performance, dans la fabrication du projet et non pas dans la préservation de la diversité. Je crois que, voilà, bon, donc c'est comment la mettons en place cette pédagogie-là sur le terrain, ça ne va pas être facile parce qu'il y a une question de médiation, de panneaux indicateurs, ça peut être catastrophique ou ça peut être au contraire très intéressant si c'est fait. On l'a évoqué entre nous, je crois, en parlant, par des enfants, des jeunes, qui ont compris que peut-être l'animal qui va venir brouter la plante a un rôle et ainsi de suite, et les dessiner, des choses de ce genre. Bon. C'est à mettre au point tout ça. Il y a quand même de plus en plus de lieux d'enseignement qui ont bien compris qu'on ne pouvait pas continuer à ne pas enseigner le vivant et sa dynamique. Et l'asphaltage des cours d'école, des maternelles et des autres, hein, comment ça change. Mais moi j'ai connu l'époque où on avait tout ça. Et pour donner un exemple, dans le collège où ma fille s'est trouvée, les profs se cachaient pour montrer aux enfants comment germe un haricot. Ils cachaient le pot parce qu'ils n'avaient pas le droit, parce que la terre c'est dangereux. Il ne fallait pas que les enfants puissent le toucher. Donc la nuit, quand ils sortaient de la classe, ils cachaient ça derrière les fenêtres sur le toit du bâtiment et la direction ne le voyait pas. Quand j'ai appris ça, évidemment... Bon. Alors, l'autre question, c'était ne rien faire. Si tu veux une réponse là. Oui, pour dire que je crois qu'il y a déjà des enseignants qui utilisent le lieu pour donner des cours, et que bon, peut-être qu'il y a quelques micros aménagements pour améliorer encore la praticabilité du lieu, mais je pense qu'il ne faut pas suraménager. Et après voilà, ça se construit en fait avec les usagers aussi le projet. Demain, s'ils nous disent on veut un auvent parce qu'on veut pouvoir faire classe en hiver, bon, bah, peut-être ce sera refusé parce que ce sera suraménagé, ou peut-être ce sera pertinent, et peut-être que l'auvent ce sera la pièce architecturale qui signera l'importance du lieu, parce qu'on y aura mis une intention architecturale qui dira que là c'est vraiment l'endroit. Parce que pour certains, les arbres ne suffisent pas. Voilà. Mais je pense que tout ça, ça se construit. Ce qui est, et ça répond un peu avec le ne rien faire. Ce qui est fondamental aujourd'hui dans l'acte d'aménager, c'est de se donner le temps. Et le jardinier, il le sait bien.
Le jardinier, il le sait que ce qu'il a projeté cet hiver, qu'il a mis en œuvre au printemps, c'est pas forcément ce qu'il va voir cet été, et c'est nécessairement pas ce qui va se passer dans 3 ans, parce qu'il y aura un arbre qui sera tombé dessus. En fait, se donner le temps et être adapté et s'adapter, je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui dans la gestion de la ville. Et prendre le temps de dire la stratégie des petits pas, la stratégie de je fais un essai, je me replie parce que ça n'a pas marché, ou je fais mieux parce que ça a très bien marché. Ça aujourd'hui c'est quand même une grande difficulté dans la gestion de la ville, de l'espace urbain, et c'est une grande difficulté de la part des élus aussi de confier, se confier au hasard. Voilà. Ou de confier aussi à des usagers la possibilité de mettre en œuvre eux-mêmes sur l'espace public des projets qu'ils auront autoconstruits, pensés, avec un petit subside. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement balbutiantes et très timides en France comme partout ailleurs dans le monde occidental, soyons honnêtes. Mais en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il faut se détendre complètement là-dessus. Et donc, la contrepartie à ne rien faire pour le paysage, ce serait presque ne rien faire aussi dans la volonté d'encadrer. Parce que je pense que c'est très important, ça. Parce que la biodiversité humaine aussi, elle a besoin de s'exprimer. Donc il y avait la question de nature versus culture, parce que c'était un peu ça le résumé. C'est monsieur qui, quelque part, opposait nature et culture. Alors, oui, mais l'artificiel, c'est la culture. C'est notre culture. Malheureusement, c'est notre culture d'homme moderne. À partir du moment où on s'est sédentarisé, on a transformé notre environnement. C'est ce que Gilles nous a expliqué. Ça nous a mis en situation, et d'ailleurs les 3 livres sacrés des religions monothéistes nous le disent, en situation de gérer la création. C'est horrible, hein. Nous on n'a rien à gérer, c'est une injonction qu'on ne devrait pas avoir, mais ça nous a mis dans cette situation-là, et on a construit notre culture, nos croyances, on a construit nos actions au jour le jour, actions de transformation avec cette croyance qu'on est au-dessus de la création et on doit la gérer. Et je suis d'accord avec vous, la nature peut très bien se débrouiller toute seule. Mais malgré tout, on est là. Et donc il y a ceux qui veulent la détruire parce qu'ils ne la connaissent pas, et ceux qui veulent la défendre et la préserver, et lui conférer une valeur culturelle qui fera que un lieu comme la bergerie puisse être inscrit durablement dans les projets de la ville comme un lieu sanctuarisé pour la biodiversité, par exemple. Et ça, pour ça, il faut nécessairement l'investir culturellement. Parce que sinon, il y a les forêts, c'est géré, il y a des protections, il y a des grands espaces naturels, ça c'est bon. Notre droit nous permet quand même relativement de bien tenir ces espaces-là. Mais quand on est en milieu urbain, quand on est à la frange de la ville, il y a des pressions anthropiques qui sont trop importantes, et il faut donc investir symboliquement ces espaces-là. Alors pour répondre à une question, ne rien faire. Alors ne rien faire, ça n'est pas ne pas exister, c'est peut-être s'installer dans un espace de méditation qu'on n'a pas visé, auquel on ne pense pas forcément, mais qui existe réellement, et qui permet parfois de percevoir des éléments de l'espace dans lequel on se trouve, que ce soit de la lumière qui arrive, qu'on n'avait pas vu arriver comme ça, ou bien un insecte ou une plante qu'on n'avait jamais vue, ou des interactions. Et puis autre chose, la pensée, le rêve, etc. Toutes choses qui équilibrent notre corps complexe, et d'autant plus complexe qu'il est pourvu d'un cerveau trop gros. Et c'est ça qui complique énormément le dire. Voilà.
ça complique aussi, parce que ça c'est la technologie. Donc je pense que ne rien faire peut être au contraire extrêmement utile et révéler la situation par un mode de sensibilité qu'on n'a pas complètement mis à la poubelle, hein. Mais comme on a développé l'usage du cerveau par le fait qu'il est trop gros et qu'il faut profiter de ses qualités fantastiques, on est devenu esclave du cerveau. Et on lui a fait naître cette illusion de la maîtrise pour nous en permanence. Nous sommes les maîtres, comme tu viens de dire aussi. Et ça, c'est très compliqué, parce qu'il faudrait que l'on puisse revenir en discussion avec les plantes, les animaux, enfin, disons avec le vivant non humain, comme d'autres êtres font. Ils perçoivent à distance, ils ont encore un peu d'odorat, ils ont une bonne vision, ils ont du toucher, ils ont tout ça, et ils n'ont pas besoin d'explication. Ils savent ce qu'il faut faire. La plupart des animaux qui sont herbivores savent manger ce qui ne va pas les empoisonner. C'est incroyable. Nous maîtrisons, nous cultivons, nous produisons, etc. Finalement, très peu de choses par rapport à tout ce qui existe. On pourrait manger bien plus d'espèces qu'il y en a, mais on ne le fait pas parce que c'est pas qu'à cultiver, etc. Il faut que ce soit rentable. On est dans le calcul. Donc on se trouve comme ça. Ça vient du fait que nous sommes tous des prématurés. Sortons du ventre de la maman avant le moment voulu, parce qu'on a le cerveau trop gros. Vous savez que c'est pour ça, hein. Donc il faut qu'on attende encore 1 an avec un bébé sur le corps, mais pas dans le ventre, pour qu'il puisse avoir une certaine autonomie. Ça n'est absolument pas le cas chez tous les autres êtres vivants. Ils sortent voilà, du ventre ou pas, mais enfin ils sont à l'accouchement terminé, à la naissance, quoi. Et ils ont une autonomie très 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 rapidement. Nous, non. Donc on a cette situation-là qui est à la fois un avantage et un handicap. Donc arriver à se remettre dans un équilibre sensoriel complet, dans la non-activité officielle, parce qu'en réalité on redevient actif, mais tout à fait autrement, c'est positif, à mon point de vue. Alors, mais, Gilles, il faut être honnête que dans notre professionnel, c'est extrêmement difficile. On n'a pas de succès énorme sur ce sujet-là, quand même. Non, mais... Soyons... Enfin, je veux dire, on se bat contre des moulins à vent. Hein. Ça va, il y a du moulin qui accepte. Non, mais c'est important de prendre conscience de ça, parce que là aussi, on ne nous avertit pas de ces choses-là, et on ne donne pas une valeur à ce qu'on pourrait appeler la sensibilité biologique. Là, moi, j'appelle ça IB, intelligence biologique. Et alors qu'on ne fait que du IA. Mais on n'est pas équilibré par ça. Il faut vraiment changer de modèle de convoitise, en disant non, je vais être heureux autrement, pas forcément en consommant ce qu'on nous dit de consommer. Donc il faut désobéir. C'est certainement une des choses les plus... Je ne m'attendais pas aux applaudissements là, mais c'est très bien. Mais on sait désobéir, ça veut dire savoir les raisons pour lesquelles on n'accepte pas de faire ce qu'on nous dit. Parce qu'on a compris. Alors c'était ça que je voulais juste dire à vous qui avez applaudi. On est dans une situation aujourd'hui où il est sans doute très important de retrouver un entendement, une relation avec le vivant non humain. Et on est obligé dans ces cas-là de faire des choses qui ne sont pas du tout prévues. Vous voyez que le tiers paysage n'était pas du tout organisé ni prévu. Il n'est pas dans la loi. Mais on peut très bien procéder à son acceptation en expliquant aux gens, je dis pour la ville de Grenoble et d'autres, et c'est une possibilité. Mais là, on est dans une situation d'illégalité très rapidement.
c'est pas grave, du moment qu'on sait les raisons pour lesquelles on le fait. Obéir peut être intéressant quand on a compris que c'était utile et pas dangereux, mais quand on comprend comment les choses se passent, et pour ça, c'est ça la question, il faut savoir d'abord comprendre. Et c'est possible de faire passer cette compréhension aux petits et aux autres, et tout de suite, c'est-à-dire de pouvoir répondre à la question qui est posée. Mais pourquoi? Pourquoi je ne dois pas couper ma salade avec le couteau? Bon, on m'a dit ça, hein? Ah ben oui, c'est interdit. Mais pourquoi? Pourquoi c'est interdit? On ne m'a pas donné la réponse. Et le jour où j'ai compris pourquoi, vous le savez pourquoi? Et voilà. Parce que avant les couteaux, c'était des lames en argent et que le vinaigre, ça les oxyde. Mais enfin, pourquoi on ne m'a pas dit? Parce que moi, quand, à l'époque où j'ai posé la question, les lames, elles étaient en inox, alors elles risquaient pas de... Et donc ça m'a énervé, mais à un point, là, ouais, ah oui. Il dit non, c'est pas possible. Il faut d'abord comprendre pour savoir ce qu'on doit faire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour le coup, là, on est dans un musée, un endroit où il y a toutes les sources d'urgence de l'accès à la compréhension du vivant, en essayant de le garder vivant. Hein. C'est des animaux. Ils sont trop gros, mais c'est... Et pour que, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce qu'on manque de cette... tout simplement de cette pédagogie pour comprendre où on est. Où est-ce qu'on est? Et à partir du moment où on a compris, on agit. On ne peut pas trouver une règle et l'imposer d'une manière systématique à tout le monde, partout. Tout est différent. En plus de ça, tous les humains sont différents. Par les Claude, mais tous les milieux, tous les sols, toutes les zones climatiques sont différentes. Donc il faut à chaque fois se reposer les questions et l'adapter. Le vivant, c'est complexe. C'est très difficile de le soumettre à une règle. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous fasse travailler? On passe par là. Le pic entre temps. Oh, attends. Merci. Moi, maintenant, quand je désobéirais, je dirais que c'est Gilles Clément qui m'y a incité. Et puis, juste une petite question. Est-ce que quand les végétaux poussent spontanément sur des lieux comme ça, des friches, est-ce qu'il y a des fruitiers, des choses qui se mangent? J'aime bien, moi, me promener et manger, et j'ai mangé, d'ailleurs. Mais vous connaissez le voyage des plantes. Bon. Pour qu'un merisier pousse, merisier, mais il faut qu'il passe dans le tube digestif d'un oiseau ou d'un mammifère. Bon. Mais entre le moment où l'animal a pris le fruit, a mangé ce que nous mangeons aussi, la pulpe, il rejette, alors lui, c'est passé dans le tube digestif, tout va bien. Eh ben, j'y ai passé quelquefois des kilomètres. Hein. Ça peut arriver dans la friche, là, que vous connaissez, où il n'y a rien, puis tout à coup, il y a quelque chose qui pousse. Et heureusement que c'est passé dans un tube digestif, parce qu'il y a la levée de la dormance par l'acide gastrique. Donc le rôle des animaux dans non seulement la dispersion, mais la possibilité du renouvellement de l'espèce, il est très très important. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Oui, on peut. Enfin, on peut trouver ça. Alors si ça vient pas, c'est parce que l'oiseau ou les autres, ils n'ont pas trouvé le fruit au départ. Mais sinon, oui. Moi, j'ai 3 questions, en fait. Il y en a une, vous avez parlé des oiseaux, mais est-ce que pour la biodiversité et des insectes, vous êtes sûr que vous allez arriver à convaincre les gens que c'est très agréable d'avoir des moustiques, des guêpes, etc. Qui font quand même partie aussi de la biodiversité. J'ai une deuxième question. Quelle échelle de temps vous vous donnez quand vous réalisez un jardin et qu'est-ce que vous donnez comme consigne aux jardiniers, quelle quantité d'intervention ils sont censés fournir? Et une dernière question, est-ce que c'est vraiment seulement sur les quartiers défavorisés que l'éducation à la robustesse est importante et pas aussi au niveau des décideurs pour changer le modèle de performance? Là, je suis complètement d'accord. C'est pas ceux qui nous dirigent, ils sont dans une névrose du pouvoir, c'est une très grave maladie. Et c'est pas facile à soigner. Et en même temps, c'est un jeu
C'est à la fois une maladie et un jeu. Ils commencent petits, ils finissent grand. Alors après, ils font des trucs plus grands, plus petits. On va prendre un continent. Tiens, si on prenait le Groenland, machin. Voilà, ils jouent en détruisant tout. Hein. Donc ça, c'est une maladie. Donc, je ne peux pas vous dire, mais par contre, il y a plein d'autres humains qui ne sont pas du tout dans cette situation et qui sont tout à fait d'accord pour accéder à la compréhension et à un mode de gestion dans l'espace dans lequel nous sommes. Mais répétez-moi la première et la deuxième. Oui. Les oiseaux. Les insectes. Oui. Les objectifs de gestion. Un jour, il y a eu comme ça, justement, au jardin, un journaliste qui est venu. Je ne dirai pas le journal. Mais bon, il me dit au bout d'un moment, à la fin, on est prêt pour faire, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, pour faire de l'écologie, la gestion écologique. Et je lui apporte l'exuvie d'une libellule, de la larve de la libellule. Vous voyez ce que c'est? Ah bon? C'est le vêtement de la larve qui est aquatique et carnivore, et qui, à un moment donné, quand la mue est en fin de... ça va devenir un imago, c'est-à-dire un insecte parfait, elle monte à la surface, s'accroche quelque part, et sort de cette espèce de vêtement, qui ressemble à un animal carnassier inquiétant. Et alors, je dis, c'est quoi? Je sais pas. On n'est pas prêt pour faire une gestion écologique. Il faudrait savoir au moins ce que c'est et à quoi ça sert, et pas l'écraser quand on le voit. C'est la larve de la libellule aquatique qui mange les larves de moustiques. On a intérêt à comprendre qu'est-ce que c'est que la complexité des relations et le fait quand on supprime une espèce, on en supprime beaucoup plus qu'on l'imagine. Il faut garder la diversité et dans toute sa richesse. Là, on a besoin de tout ça. Alors, les moustiques se développent par ailleurs beaucoup mieux dans des endroits où il n'y a pas justement le prédateur, parce qu'ils sont dans un pneu. Vous voyez un pneu qu'on met dehors, il pleut, ça fait de l'eau. Alors là, les moustiques sont contents, ils arrivent, ils pondent, ils font des machins, puis ils se multiplient, ils n'ont pas leur prédateur. Les libellules ne vont pas aller dans le pneu. Donc il faut aussi savoir dans quel milieu on est et qu'est-ce qu'on peut mettre à la disposition de tous ces êtres qui sont en rapport les uns avec les autres et qui s'autorégulent. La prédation, elle est absolument permanente et obligatoire pour tous les animaux. Nous sommes des prédateurs, nous sommes des animaux. Les plantes, c'est pas la même chose. Mais il faut que chaque animal puisse trouver sa nourriture, mais il faut aussi qu'il puisse être lui-même régulé dans son espèce par tous les autres prédateurs qui ont... Oui, voilà, je vous ai raconté. Bon. Les plantes sont autotrophes, fabriquent leur nourriture à partir de l'énergie solaire. C'est pas du tout la même chose. Elles ont un avantage extraordinaire. Il leur faut un peu d'eau et un peu de sels minéraux, mais point, c'est tout, quoi. Non, nous, en tant qu'animaux, nous sommes dans l'obligation de la prédation. Ce que nous faisons, c'est qu'on va prendre, mais au supermarché, quoi. Pas la même chose. Alors qu'on pourrait peut-être faire cueilleur-chasseur ou pratiquer son propre potager. Alors là, interdiction à l'accès à la gratuité. Là, on va en prison. On fabrique les trucs qu'on peut manger et qu'on ne paye pas. Ben oui, vous avez connu la loi d'orientation agricole avec le purin d'ortie. On vous l'a dit, ça. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas renforcer l'immunité des espèces par le purin d'ortie et un peu d'aliments en plus et tout. Ça, il faut acheter les médicaments, il faut acheter les produits pour les engrais. Bref, pas insister là-dessus, mais c'est très très énervant. Hein. Je ne veux pas finir par m'énerver là, mais c'est juste pour vous dire dans quelle situation nous sommes. Le maintien de l'ignorance conduit à le développement de tous ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'intérêt à ce que vous soyez ignorants, idiots. Il faut consommer, il ne faut rien faire d'autre. Ah non. Et dépendant. Bon, ben non. Il y avait aussi une question sur comment on accompagne pour savoir vers quel état doit être le jardin. C'est ce qu'on appelle les objectifs de gestion. En fait, quand on est dans un jardin, qu'il s'agisse d'un jardin très horticole, très ornemental, ou un jardin naturel,
il est de plus en plus courant aujourd'hui qu'on demande aux paysagistes de produire le plan de gestion. Et quand on fait des espaces naturels urbains, on nous demande aussi de faire le plan de gestion, et donc on a une cartographie des objectifs de gestion, là où on va avoir une pression d'entretien, parce qu'on veut un espace pour pouvoir jouer à la balle libre, et puis là où on va seulement faucher, ou là où on va même pas faucher, on va attendre que les buissons apparaissent et se transforment en bosquets. Mais souvent, je dis que le premier objectif de gestion des municipalités, c'est d'avoir un plan de formation pour leurs équipes. Parce qu'en fait, on ne peut pas gérer si on n'a pas de connaissances. Voilà. Et je ne dis pas que les équipes municipales ne sont pas diplômées, mais malheureusement, cette connaissance-là, elle n'est pas courante, elle n'est pas partagée, elle n'est pas régulièrement présente, aussi bien dans les fonctions d'encadrement que dans les fonctions de terrain. Et ça, c'est un vrai problème, parce que vous pouvez faire des très graves erreurs de gestion en supprimant justement, par exemple en curant la mare. Alors bon, il ne faut pas la curer. Vous pouvez tuer plusieurs dizaines d'années de vie ou de pratique de jardinage en faisant une erreur de gestion. Bon, ça c'est un vrai sujet. Moi je plaide pour la formation d'éco-jardiniers, au moins un référent dans chaque commune. La formation n'existe pas. Il faudrait que ça soit enseigné dans les écoles. Ça l'est. La gestion différenciée est née quand même en 1994, à l'origine des ingénieurs de France. Il faut un petit peu leur rendre hommage, surtout que Daniel Lejeune en faisait partie. Daniel Lejeune a effectivement invité Gilles à venir faire le jardin en 93 de Lasnais. Donc rendons un petit peu hommage aussi aux pionniers qui étaient dans les communes. Voilà, merci bien. Je ne sais pas si je vais arriver à bien poser ma question. La ronce est le berceau du chêne, dit-on. Quand, peut-être comment, arriverons-nous à réhabiliter la ronce? À la campagne, elle est très mal vue, hein. Elle empiète sur tout, elle griffe, elle vous griffe, elle vous déchire les vêtements, elle tend ses bras diaboliques jusqu'à venir dans nos maisons, donc il faut absolument la faire reculer. En ville, on la voit beaucoup moins, peut-être sur quelques terrains vagues. J'ai l'habitude à dire, quand je parle de mon enfance, que j'ai grandi dans un HLM à la campagne. Alors c'était peut-être un genre de tiers-paysage imaginaire, mais du coup, il y avait ces terrains vagues où on y passait presque tout notre temps. Étant enfant, c'était des terrains formidables. Donc, quand arriverons-nous à accepter à nouveau l'ensauvagement et à être libres de nous ensauvager? Une rapide réponse à ça. Il y a sans doute une partie du roncier qui demande à être supprimée quand c'est dans les passages et qu'on se pique les pieds ou le corps. Et il y a tout au contraire une autre partie qu'on peut très bien laisser, qui nous offre des fruits, qui nourrit un papillon qui s'appelle... il est ouvert... comment il s'appelle le tecla. Et c'est très très beau. Et il y a des animaux qui viennent se tapir en dessous, qui sont des mêmes du genre comme un hérisson qui passe, qui va se mettre là, bon, c'est son abri, etc. Donc il y a un écosystème qui fonctionne avec cette plante-là, puis le rôle que je disais tout à l'heure de la friche armée, mais on n'est pas obligé de l'avoir partout. Il y a des endroits où il faut parfois l'éliminer, mais savoir quel est son rôle dans l'écosystème en relation avec tous les autres êtres. Et à ce moment-là, on regarde les choses différemment. Moi, je continue à me piquer un peu,
Mais, bah oui, parce qu'il y a des endroits où je passe et je ne devrais pas. Mais sinon, il y en a toujours chez moi. Mais l'autre jour, j'en ai quand même enlevé un pied voilà, qui était mal placé, de mon avis. Non, on peut faire un mode de gestion quand même, mais accepter tout, la ronce compris. J'ajouterais deux choses. Une sur la vie privée de Bruno Garneron, mais je vous le dis en deuxième pour que vous patientiez un peu. La première, c'est que si Tiers Paysage, nous arrivons à mettre en place avec les élus, les équipes de la ville de Bourges. Le micro. Alors si nous arrivons à mettre en place le Tiers Paysage, donc avec les élus et les équipes de la ville de Bourges, il y aura de la ronce, ça, de toute façon on n'y échappera pas. Et des chardons et toutes ces choses que nous aimons beaucoup. Et puis pour Bruno Garneron, je ne vais pas dévoiler, il habite à un lieu dit qui s'appelle La Ronce. Donc je pense qu'on l'a gagné. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions particulières, on... Oui. Tout à l'heure, on a parlé de la notion du temps. Si demain, on devait faire un nouveau petit lieu, c'est-à-dire que si on avait un terrain, et au lieu de le faucher tous les 4 fois par an, par exemple, déjà, quelle taille de terrain il faudrait minimum, et au bout de combien de temps on pourrait y voir la biodiversité réapparaître naturellement? Très difficile de donner une réponse parce que ça aussi c'est du cas par cas, ça dépend énormément des lieux. Il y en a qui ont été pollués et qui vont prendre énormément de temps à se rééquilibrer. On peut donner jusqu'à 30 ans le temps d'un rééquilibre d'un sol pollué, mais il y a aussi, heureusement, la capacité de nombreux végétaux à dépolluer, comme dans la famille crucifère, il y en a beaucoup, y compris pour les métaux lourds. Simplement, il faut introduire un mode de gestion dans ce cas-là et arriver à les sortir, les faucher. Il y a des entreprises qui s'occupent de la récupération de ces métaux, d'ailleurs. C'est après les avoir brûlés les déchets pollués. Mais un sol qui n'est pas pollué, ça peut revenir très vite. Et avec tous les animaux, là, pour le coup. Et tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Bon, franchement, on n'a pas de date là-dessus. Au bout de 3 ans, il commence à y avoir une strate herbacée qui se enrichit de quelques ligneux. Au bout de 5, même un peu plus, vous avez déjà des balayons, ça arrive peut-être assez vite, ça dépend des sols. Hein. Mais j'ai vu, moi, dans les terrains qui n'étaient plus pâturés, qu'au bout de 12 ans, on avait une pré-forêt. C'était déjà des jeunes ligneux suffisamment hauts pour qu'on se dise « Ah ben oui, ça... » Et il faut 40 ans après pour que la forêt soit équilibrée. Mais vous voyez, c'est dans un sol rocailleux, acide, poreux. Après, quand on est dans lieu calcaire, en argileux, c'est différent. Vous voyez, on ne peut pas appliquer une règle partout pareil. On fait travailler un petit peu. Pour finir, on va vous faire travailler. Ouais. On va vous demander 3 mots pour le projet de la bergerie. 3 idées, 3 mots, 3 souhaits. Et puis je vais les écrire, on va les organiser en thématique et ça va commencer à être notre programme d'action ou notre feuille de rêve pour le projet de la bergerie. Donc, alors, je vous précise que donc on a comme projet associé à ce projet de Tiers Paysage une école du jardin planétaire. Comme vous l'avez sans doute compris, on n'a pas du tout envie de maîtriser quoi que ce soit. Il s'agit de co-construire. C'est pas comme les conseils municipaux des jeunes où on leur demande s'ils veulent une couleur particulière pour le terrain de basket qu'on a déjà décidé parce qu'on sait avec qui on va le faire, mais une vraie participation avec les idées de tout le monde.
On a déjà des partenaires qui sont intéressés par ce projet, l'Université d'Orléans, l'École nationale supérieure. L'école d'art, ça marche. Bien entendu, le muséum, qui est quand même le lieu sacro-saint du partage des savoirs scientifiques, entre autres. Et puis avec le projet de Symbiocène, c'est le lieu où les choses vont se brasser. L'IUT de Bourges au sein de d'Orléans, l'éducation nationale, évidemment. Beaucoup d'autres partenaires, il y a des associations environnementalistes, il y a beaucoup de gens compétents. Je vois Denis qui est là, il y a un lieu pas très loin du site qui va brasser de la culture, un lieu épicentral. Voilà, donc les partenaires sont potentiellement innombrables, mais le plus important c'est que vous puissiez participer, que vous soyez artiste, retraité de, je sais pas quoi, dentiste par exemple, ou autre. Voilà, ce sont vos avis qui sont importants. Quand on le secoue, ça fait un petit son intéressant. Exact. Cultiver la culture, peut-être, à la bergerie. Partager des jardins. Mouton. Coccinelle, papillon, gourmandise, chauve-souris, chouette. Moi, je vais en dire qu'un, je vais dire vent. Herbier. Découverte. Observer. Attends. Je veux dire dru. Dru. Patience. C'est un sportif, ça, Guy Dru. Liberté. Excusez-moi, vous allez en faire quoi des peupliers de votre autre projet? Parce qu'il pourrait peut-être revenir pour faire une école pour les élus, là. Vous avez des grands peupliers là, dans un de vos projets. Si vous récupérez les planches là-bas, vous les amenez, vous faites une petite école genre Henri David Thoreau. Ah oui. Et on pourrait peut-être s'associer, non? Je pense qu'on peut trouver plus proche. Oui, c'est possible, mais enfin, là-bas, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, c'était pour relier les lieux. C'est tout. Il y avait des vents papillons. Ah oui, merci. Attention Bruno, ça arrive pas derrière. Éducation. Moi, j'imagine un terrain d'aventure pour les enfants. Et priorité au micro quand même, et oh. Arrêtez de perturber Monsieur Garneron. Oui. Allez-y. Je disais, moi, j'imagine un terrain d'aventure pour les enfants. Cabane. Ah. Bien Bruno. Monsieur là. Coucher, violet, hautes herbes. Coucher. Violet, hautes herbes. Moi je dirais coexistence et relation entre tous les êtres aussi. Et résilience, bien sûr. Relier. Poésie et lycée agricole. Moi, je voudrais rajouter des coins pour les amoureux. Ah. Guy Bejon. Guy Bejon, vigne et arbre. Excusez-moi, c'était quoi le premier terme? Guy Bejon, c'est l'origine du nom de
l'endroit. Guy Bejon. Non, oui. Gibjon, Guy Bejon, et au XIVe siècle, c'était un vignoble. Et c'était quoi les autres termes? Parce que du coup, vous allez vite apparaître. Alors, parce qu'après, je les regroupe, je fais des nuages de... Oui, bien sûr. Non, l'idée, c'est la vigne dans les arbres. Ah oui, c'est si en nom d'un... Donc c'est vigne dans les arbres. Des flashs pour les oiseaux qui puissent ramasser de la boue pour faire leur nid. Attendez, on va essayer, parce que je crois que Bruno va pas y arriver. Ah oui, il y a d'autres gens qui peuvent écrire aussi. On va essayer qui coordonne. Il y a Bruno, une autre proposition? Cèdre. Ou cédré. Je voulais savoir si vous alliez rebaptiser du coup cette grotte. On va l'appeler Leila. Y a-t-il d'autres? Vous l'aviez partagé. Plein de petits fruits rouges. On a des petits fruits rouges. Forêt comestible. Moi je dirais juste des endroits pour procrastiner. Procrastiner. Ouais. Alors oui, j'arrive. Pour répondre à la question de monsieur, Madame Mingui, qui est élue chargée de l'écologie, disait qu'effectivement il n'y avait pas de projet de donner un nom particulier, mais l'objectif c'est d'inventer ce jardin. Si des choses arrivent dans tout le processus d'arrivée de ce jardin, l'objectif c'est que ce jardin, vous avez compris, il n'y a pas beaucoup de plantations, ça va être relativement simple. C'est une idée principalement et un lieu. Mais tout ce qui se passe autour, l'école du jardin planétaire, ça va être les connaissances dont Gilles nous a beaucoup rappelé le côté essentiel pour l'être humain. Apprendre, découvrir, connaître, comprendre, écouter. C'est ce qu'on va faire pendant plusieurs années. Et on souhaiterait qu'en 2028, donc c'est une date importante pour notre ville et tout le territoire, cette école puisse être formalisée d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un bâtiment, ça ne veut pas dire qu'il y aura des cours, ça ne veut pas dire... C'est l'école du jardin planétaire. On lui donnera la forme qui nous semble juste, nous, population. Et est-ce que ce jardin aura un nom ou pas? Peut-être que l'école du jardin planétaire répondra à cette question. Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Le site s'appelle la Bergerie. Voilà. Une autre proposition. Sensorialité, contempler, ralentir. L'oiseau oisif. Le lieu actuellement, si j'ai bien compris, il est quand même très plat puisqu'il est suite à une déconstruction. Peut-être est-ce qu'on pourrait refaire un nivellement qui soit plus naturel? Alors je vais de l'autre côté. Bruno, on a... Je voudrais dire liberté pour les plantes, pour tout. Liberté. Flâner, prendre son temps. Appel. Sieste et palabre. Sieste et palabre. S'émerveiller. Moi, ce que je voudrais savoir déjà, là, donc c'est un projet et qui nous dit que suite à un changement de gouvernance, ça
ça va. Alors, je donne la parole à une élue. Oui, alors moi je vais répondre. Vous êtes en zone urbanisée. 8 hectares. J'en ai déjà récupéré 3. Pour y mettre effectivement une école dehors, un verger, tout ça. L'idée effectivement c'est que ce lieu-là vive suffisamment, vous savez, pour que quand il y a quelqu'un qui aura l'idée de se dire tiens, et si je construisais quelque chose, et il y a déjà des gens qui ont quelques idées, croyez-moi, de construire des choses, ce soit suffisamment avancé pour qu'on se dise ben là vous ne pouvez pas construire. Vous avez vu le plan, vous avez quand même tout un espace et tout ça. Il est certain que un jour peut-être il y aura quand même un lotissement à cet endroit-là. Mais l'idée c'est que ce jardin planétaire et ce truc-là soit bloqué. Et pour ça, il faut l'investir à fond, il faut le valoriser, il faut le culturaliser, enfin, il faut que ce soit un lieu culturel, il faut que ce soit un lieu de vie, il faut que ce soit un lieu avec tous les mots que vous avez dit pour que ça aille pas. Après, c'est toujours le risque. Enfin, moi, je suis élu aux espaces verts, si vous voulez, moi j'adore la ronce, je vous rassure. Hein, s'il y avait que moi, il y en aurait partout. Hein. Sauf qu'il n'y a pas que moi. Quoi. Ouais, mais en c'est pas facile. Voilà. Donc c'est toujours un risque à prendre et l'idée c'est vraiment de le faire vivre et de le valoriser de façon à ce que ça reste effectivement ce tiers-lieu paysage. Et moi, enfin, allez-y, hein, parce qu'il y a déjà un lieu de ronce, hein, et les services, ils le savent, ils y touchent pas à ma ronce. Hein, c'est pas à cet endroit-là, il reste. Voilà. Donc ça dépend effectivement de la volonté des élus. Ça dépend aussi de la technicité des services. Hein, qui aide les élus à réfléchir parfois intelligemment. Et on l'a dit, on a eu quand même des services ici dans la ville qui étaient particulièrement attentifs à ce genre de choses. Voilà. Après, la nature, elle prend le risque effectivement de se faire marcher dessus par les humains, ce qui est malheureux. Alors 3, moi je dirais de la couleur. Alors, j'avais envie de dire cohabitation, mais de la diversité dans la cohabitation et de l'acceptation, tout ça. C'est qu'un seul mot, ça. Vous ne savez pas quoi en faire. Ouais, c'est un gros mot, mais bon, si tu veux, si vous voulez. Voilà. En tout cas, ça doit être un espace où on ne se domine pas, mais on se co-anime et donc un espace de vie démocratique. Ouais, peut-être que je peux faire une synthèse ou il y a d'autres personnes qui veulent. Oui. Je voulais juste savoir, enfin c'est une autre question, est-ce qu'il y a des médiateurs du coup sur Bourges? Parce que enfin, moi je suis dans l'écoquartier Baudins et c'est vrai que il n'y a pas eu de médiation vraiment et il y a des questionnements parmi les résidents de mon foyer et le quartier en général. Qui aurait la réponse sur les médiateurs à la ville de Bourges? Les deux personnes qui sont susceptibles de répondre sont en conversation. Là. Alors, ils sont en train de faire la médiation. Ah, okay.